Ce journal vous est offert par Orange. Il est l'heure de vous informer. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. À la une de ce journal, un cas de vol a été signalé dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 juillet 2022 sur l'avenue Miketo, se trouvant dans le quartier Kamkolobondo, où les voleurs ont cambriolé dans 5 maisons et emporté quelques biens de valeur, ainsi une somme d'argent. La recrudescence de l'insécurité à Kalemi dégénère et partout la population crie au secours. Un autre cas de vol a été enregistré dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 juillet 2022 sur avenue Miketo, située dans le quartier Kamko, où les voleurs identifiés civils, selon les sources fiables recueillies sur les lieux du drame, ont opéré moyennant des armes blanches dans 5 maisons se trouvant dans des distances rapprochées et ont emporté des biens de valeur, notamment un poste téléviseur, des smartphones, un ordinateur et une somme importante d'argent. C'est désolant pour cette femme qui venait à peine de déménager dans cette avenue et considère ainsi la province comme un véritable désastre. Viendra le tour de Sarah, qui n'a aucun espoir d'aide de la part des autorités provinciales et s'en passe du reste. Pendant cette période où l'insécurité ronge la ville de Kalemi et les habitants de cette partie lancent un SOS au gouvernement provincial de mettre toute la batterie en marche afin de sécuriser la population et ses biens. Restons sur ce même chapitre lié à l'insécurité à Kalemi. On nous signale également qu'un autre cas de vol est enregistré dans le quartier abattoir où les bandits qui opèrent avec les armes blanches continuent de troubler la quiétude de la population. Ici, ils ont emporté une somme d'argent estimée à 400 $ américains et agressé les habitants dans plus de 2 maisons. Les habitants de la ville de Kalemi sont régulièrement victimes de cambriolages et dorment chaque nuit avec la peur au ventre. Pas plus tard que dans la nuit de ce mercredi à jeudi que les voleurs ont visité la commune de la Lukuga. Sur l'avenue Lukuga, quartier abattoir, des portes trouées témoignent l'opération menée sans inquiétude par ces bandits non autrement identifiés, munis d'armes blanches. Les cris d'alarme des victimes ont été entendus de 0h à 1h du matin de ce jeudi 28 juillet 2022. Augustin Biamungu, l'une des personnes visitées, a déploré devant notre caméra le fait que ces malfrats ont poussé la porte, ravir des téléphones, emporté 800 000 francs congolais à la porte voisine et après avoir longtemps sollicité au secours chez les voisins, personne n'est intervenu. Il ajoute également que c'est après 1h du temps qu'un autre groupe de jeunes est venu avec une forte pression pour les traumatiser, au motif que ce sont eux qui étaient complices avec les voleurs. Après ce groupe de jeunes, juste au petit matin, c'était le tour des chefs de quartier, les agents du bureau 2 de l'ANR qui sont venus faire le constat. Une situation dénoncée également par le chef de bloc sur l'avenue Lukuga, Kalema Sefelekele Kaliste, qui sollicite aux autorités provinciales et urbaines le renforcement rapide de la sécurité dans son entité. Parlons autre chose à présent. Le vice-président du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Alvar Lubuli Kaluta, s'indigne contre le comportement des destructeurs de membres du bureau déchus qui ont mis en moule certains bureaux de cet hémicycle. Son véhicule a été également vandalisé, un acte qu'il condamne avec la dernière énergie. Il est au micro de Cédric Mouma Moussantole et Malilo Kassa Selemani. Nous demandons à nos amis d'ici qui étaient partis à Kinshasa, nous d'une manière classique, nous ne dépendons pas du ministère national de l'Intérieur, on ne dépend pas de ce ministère. Ce ministère contrôle directement le gouvernement provincial, entre autres, madame le gouverneur, peut-être contrôle directement, son chef direct, les maires de la ville, les ministres de l'Intérieur, puisqu'il y a autant de ministères, chaque ministère selon son secteur. Ce n'est pas au VPM qui peut contrôler les parquets ici. D'une manière classique, nous ne dépendons d'aucune personne à Kinshasa. Nous avons notre règlement intérieur, nous avons la loi des lois qui est la Constitution.
Aucune page qui nous marque que nous, à la fin des comptes, on fait rapport où on est ici, où les bureaux pour s'installer, il faut appeler quiconque à Kinshasa. Non. Mais les amis qui sont venus, soi-disant, qui ont cet ordre de rémission ou un télégramme en provenance de Kinshasa, sont partis au bureau, vous les avez vus venir. Nous, on n'a pas préparé aucune chose. On est là. Ils sont venus avec des bandits dans des véhicules. D'abord, en passé, ils ont cramponné quelqu'un, un membre de l'IDPS qui vient de décéder. Casser toutes les banditismes là qu'on n'a pas encore vécu. Je ne sais pas comment on peut continuer à travailler avec ces gens qui sont nombre de 10. Nous, c'est la politique. Les nombres qu'ils sont, ils ne nous géreront jamais. Nous sommes nombreux. Ils ne nous géreront jamais. Nous sommes nombreux. Si c'était à 13, on pourrait comprendre que non, ils peuvent un jour convoquer une plénière. À quand il faut convoquer la plénière à ces nombres qu'ils sont? Ce ne sont pas seulement qui sont brassés à Kinshasa, nous sommes tous brassés à Kin. Ces bureaux ne seront pas travaillés. Ils ne travailleront jamais à 10. Ils nous ont accusés à la Cour constitutionnelle. Sous le numéro 1799, c'est cette Cour qui va maintenant se décider. Si c'est bien nous qui serons décidés, c'est fini, nous allons nous incliner devant la loi. VPM pas, ces gens, même VPM regrette. Qui les a donné ces mandats-là? C'est pourquoi vous voyez les bureaux là, l'Assemblée est fermée temporairement. Pour sortir dans cette crise, c'est la Cour qui va nous départager. C'est la Cour qui va nous départager. Si la Cour nous départage, vous verrez, il n'y aura plus ces bêtises. Nous interdisons tous ces amis, ces enfants qu'on utilise. Les moments qu'on mettra de force en force, et quoi que nous n'avons pas la base ici, on peut mettre les jeunes là-bas, maintenant on peut arriver à des morts. La dame n'a pas encore retiré quelque chose. C'est dans l'objectif d'aménager les routes dans la ville. Maintenant, il faut chercher le crédit légalement qu'on a fait. On ne devait pas attendre Kim, même pas Virginie, pour demander ça. Santé à présent, la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a débuté ce jeudi 28 juillet 2022 sur l'ensemble de la province du Tanganyika. L'objectif poursuivi de cette campagne est de prévenir cette maladie paralysante qui est déjà notifiée dans la province. Dr Nadej Ramazani, médecin-chef des zones de santé de Niemba, a au cours d'une entrevue appelé la communauté à bien accueillir les vaccinateurs et aux parents de faire vacciner leur progéniture. Alors, dans notre zone de santé, nous sommes en train de vacciner les enfants de 0 à 59 mois, soit de 0 à 5 ans. Nous demandons vraiment, ce sera une stratégie porte à porte. Les vaccinateurs vont passer dans chaque ménage, partout où il y a un enfant, ils vont vacciner, que ce soit au marché, partout où vous serez avec votre enfant, il recevra le vaccin. Nous nous attendons à vacciner 78 638 enfants au cours de cette deuxième phase. La campagne débute aujourd'hui, donc du 28 au 30, durant les 3 jours. Nous allons devoir vacciner et nous aurons aussi des jours de rattrapage pour récupérer les ménages peut-être où nous avons vu des enfants qui n'étaient pas là, nous allons revenir pour visiter ces ménages. Je demande à toute la communauté d'accueillir nos vaccinateurs. Nous allons passer de ménage en ménage, recevez-les pour que les enfants puissent être vaccinés, que tous les enfants qui sont peut-être au champ où les parents sont partis avec les enfants, de les prévenir, de revenir pour pouvoir bénéficier de cette campagne de vaccination. Et à ceux qui continuent à résister, nous leur disons que ce vaccin est un vaccin qui prévient la maladie. Alors s'ils peuvent vraiment amener leurs enfants, ça sera vraiment pour prévenir nos enfants. Comme on dit, vacciner c'est aimer, et quand on aime, on fait vacciner son enfant. Justice, le tribunal militaire de garnison de Kalemi siégeant en matière de flagrance poursuit l'affaire des éléments de la police qui avaient tiré des balles réelles dans la foule des manifestants le lundi 25 juillet 2022 à l'occasion d'une marche des étudiants de l'université de Kalemi. Il s'est tenu une audience publique à la place Maendeleo ce jeudi 28 juillet 2022 dans l'objectif de dénicher le vrai coupable qui aurait tiré de balles réelles dans la foule de manifestants lors d'une marche de protestation des étudiants de l'université de Kalemi contre l'insécurité et l'arrêt des cours à cet établissement public. Cette audience est organisée par le tribunal militaire des garnisons de Kalemi, statuant en matière de flagrance. Pour cette deuxième partie du procès, tous les policiers qui étaient absents lors de la première instruction ont été interpellés pour venir comparaître en tant que renseignants, car ils étaient des nombres parmi ceux qui avaient réprimé les manifestants à coups de balles réelles qui, par conséquent, avaient touché et blessé certains étudiants. L'officier du ministère public a confirmé dans la présentation des faits que les patrouilleurs déployés dans le terrain pour rétablir l'ordre public avaient tiré
à balles réelles, faisant ainsi 8 victimes. Les déclarations du commandant Siad Urbain qui a dit que les patrouilleurs de ces jours-là, Monsieur le Président, avaient tiré à balles réelles. Voilà, Monsieur le Président, la raison même de la liste de 8 victimes. Parce qu'il est inconcevable, même si Monsieur le Président la balle prenait la direction serpentée ou zigzagueux, Monsieur le Président, zigzagueux avec et accent et, Monsieur le Président, elle ne peut jamais alors, Monsieur le Président, causer 8 victimes. Et donc, comme cette fois-ci, la défense est aux côtés du ministère public, parce que nous allons procéder pièce contre pièce. Nous avons 8 victimes, nous avons 5 armes qui étaient en opération, plus la 6e qui est déjà saisie, plus une arme, Monsieur le Président, qui n'est pas encore ici, que les policiers géants avaient utilisé. Parce que les jours qu'on était ici, son arme n'était pas là. Sinon, on allait, Monsieur le Président, sentir comme on avait senti celle qui était présentée au tribunal. De ces victimes, aucune perte en vie humaine n'est à signaler. Le monde entier célèbre le 28 juillet de chaque année la journée mondiale contre l'hépatite, appelée autrement l'inflammation du foie. En rapport avec cet événement, Dr Alex Moupépé, spécialiste en chirurgie à l'hôpital général des références de Kalemi, nous parle de cette maladie, ses modes de contamination et des préventions. L'hépatite, en des termes simples, c'est une infection, inflammation du foie qui est généralement due à un virus, les virus de l'hépatite. Et dans les virus de l'hépatite, il y en a plusieurs sortes. Et les plus fréquents, les plus virulents, c'est l'hépatite B. Sinon, il y a aussi l'hépatite C, l'hépatite A. Mais les plus dangereux qui apportent beaucoup de complications, c'est l'hépatite B. En fait, les deux grandes voies de contamination de l'hépatite, c'est la voie sanguine et la voie sexuelle. La voie sanguine, c'est d'expliquer, soit par transfusion, soit par contact entre les sangs du porteur sain et du porteur malade, de quelqu'un qui est malade. Alors, l'hépatite, il faut comprendre qu'elle peut évoluer longtemps sans symptômes, sans signes, sans plainte, sans rien. On peut avoir l'hépatite et n'avoir aucun problème, aucune plainte pendant longtemps. Et la complication la plus fréquente, la plus virulente, la plus remarquable, qui engendre encore d'autres complications, c'est la cirrhose du foie. Un dysfonctionnement du foie. Vous savez que le foie, c'est le réservoir, c'est le dépôt où la nourriture, les nutriments, une fois transformés, est stocké. Et lorsque celui-ci ne fonctionne plus bien, il y a toute une cascade de complications qui va encore se suivre. Et notamment, on pourra avoir une hypertension portale. Hypertension portale, ça veut dire que la veine porte, c'est une grosse veine qui amène le sang des intestins vers le foie. Et lorsque le foie ne fonctionne plus bien, il est bouché, il est bloqué, il est cirrhotique. Il y a une hypertension portale, ça veut dire que la pression augmente dans la veine porte et on aura des varices qui vont se manifester par les hémorragies digestives. Donc quelqu'un va commencer à vomir du sang. On peut encore avoir cette évolution de la cirrhose, ça peut évoluer vers un cancer du foie qui est des traitements difficiles, très très difficiles. Alors la prévention, c'est déjà éviter tout ce contact, ce mode de contamination. Mais il faut dire qu'actuellement, dans le monde, il y a les vaccins contre l'hépatite B, l'hépatite C, il y a des vaccins. Il faut donc prendre des vaccins contre la prévention, surtout pour des gens qui travaillent dans des conditions où ils sont exposés, comme les médecins, les chirurgiens qui opèrent, ils peuvent tomber sur un malade qui a l'hépatite, qui peut ne pas avoir de signes. Je vous ai dit que l'hépatite peut avoir une phase où il n'y a aucune complication, aucune manifestation, et donc on ne saura pas si on n'a pas testé. Donc il faut prendre les vaccins. Les médecins,
en tout cas, tous ceux-là qui travaillent, qui voyagent, qui sont dans des conditions telles qu'ils sont exposés à l'une ou l'autre voie de contamination, devraient prendre les vaccins contre les vaccins. Au regard de la situation qui prévaut actuellement à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Maître Kalinde Mutuka Bavon, analyste politique, a donné ses points de vue quant à ça. Pour lui, juridiquement, le vice-premier ministre n'a pas qualité de réhabiliter un bureau déchu. Selon ces juristes, c'est un cas suffisamment malheureux et la fermeture de cet hémicycle serait la solution pendant cette période où les nerfs sont tendus. Il est vrai que le vice-premier ministre n'a pas compétence d'annuler une décision prise, une résolution prise au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais ce que nous constatons tout simplement ici, c'est un problème de force politique. En fait, le vice-premier ministre s'est senti humilié alors qu'il a invité des personnes à comparaître par devant lui. Ces personnes ont refusé d'aller comparaître. Eh bien, pour lui, il a trouvé comme une insulte. C'est peut-être ça qui l'a poussé aussi à montrer que le pouvoir central reste le garant du fonctionnement des institutions de l'État. Eh bien, il dit, je demande aux forces de l'ordre de prêter main forte à ces membres de bureau qui doivent regagner leur poste. Les interprétations vont dans tous les sens. Les uns disent regagner leur poste en tant que député et les autres disent regagner leur poste en qualité de président, de vice-président et consort. Mais alors, dans quelles conditions on arrive dans la violence et le climat devient malsain? Nous condamnons cela. Il n'y a personne qui accepte que, au niveau de l'hémicycle, qu'il y ait des jets de coups de pierre et que les gens s'installent dans les bureaux par force, dans les conditions que nous avons vues. Et donc, pour nous, nous pensons que c'est un cas suffisamment malheureux qui, en principe, devait se régler par la voie de justice, par la voie de négociation à l'amiable. Voilà que nous assistons à toutes ces scènes-là. L'hypothèse de la fermeture ou de la dissolution de l'Assemblée, pour moi, elle me paraît comme un remède pendant cette période pour essayer de calmer les tensions qui s'ériment de tous bords. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.